Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je ne vous parle pas des montagnes suisses, je vous parle de Genève, toujours en Suisse. Et aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 9, de mon livre 2024, j'y arriverai, merci, et que vous retrouverez en français et en anglais sur Amazon. Vous l'avez aussi sur notre site internet www.4v24.com, entièrement gratuitement, bien entendu. Le livre en question est une feuille de route qui vise à vous redonner votre souveraineté, toi le citoyen, vous le peuple. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer la non-coopération sociale qui vise à redonner non seulement leur force à nos démocraties, mais à mettre en place des amendements constitutionnels que les politiques doivent absolument nous proposer afin de redonner leur force à nos économies. Enfin, ça a des implications immenses. Donc, 2024, vous l'avez en version papier, anglais, français sur Amazon. Vous l'avez en version gratuite sur notre site internet. Donc aujourd'hui, chapitre 9, le cadre légal. Le cadre légal. Quelques citations. L'excès de loi est la plus grande des injustices. La loi appliquée à l'extrême te vole ta liberté. Les nations qui ont un futur sont celles dans lesquelles tous les hommes sont égaux devant la loi. J'ajouterai peut-être devant la fiscalité et devant la valeur de l'argent. Un État mourant adopte n'importe quelle loi, comme un homme mourant prend n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis. En fin de vie, le cadre légal est utilisé comme une arme au service de ceux qui en ont pris le contrôle. Le cadre légal ne sert plus ni la justice, ni le citoyen, ni le peuple. Il est un pur instrument de pouvoir. Au fil de l'évolution des groupes humains, les règles religieuses, puis légales, puis constitutionnelles se sont complexifiées pour nous offrir les civilisations dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Ces règles sont indispensables. Elles sont les garantes de nos libertés. Sans elles, il n'y a pas de liberté possible. Ce serait l'anarchie, la loi du plus fort, sans aucune restriction, dans une violence totale. Donc même notre liberté doit être structurée, régie par des règles, ce qui est philosophiquement contradictoire, mais dans la pratique, c'est ainsi. Nous sommes tous d'accord sur ce point. De nos jours, les règles ont été complexifiées inutilement, mais volontairement par les individus chargés de les appliquer. Ils en tirent leur qualité de vie par l'argent que leur rapporte l'inaccessibilité pour le commun des mortels de la tour d'ivoire qu'ils ont ainsi créée. Plus c'est complexe, plus c'est inaccessible, plus ça rapporte. Le proverbe dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». L'idée est que tu ne peux pas invoquer ton ignorance de la loi comme excuse pour ne pas la respecter, pour t'innocenter d'un crime ou de toute autre action illégale. Mais cela va plus loin, car en fait ce n'est pas un proverbe, ni une simple citation. C'est un concept juridique dont le but est de te tenir responsable de tes actes et de leurs conséquences. Le but est de te rendre accountable. En français, tu devras rendre des comptes si tu ignores la loi ou si tu la transgresses. C'est un bon principe, car c'est indispensable au succès de la vie en société. Mais aujourd'hui, il faut 10 ans d'études et de pratiques pour commencer à être capable d'appliquer le cadre légal, et encore, dans un seul secteur d'activité. Personne,
Même pas les professionnels, diplômés, spécialistes, experts du droit, entre guillemets, ne peuvent connaître les lois dans leur ensemble. Par voie de conséquence, le commun des mortels n'a aucune chance de connaître les lois. C'est inaccessible à un cerveau humain. Le système t'oblige à ignorer la loi. En revanche, tu seras quand même condamné si tu enfreins celle-ci, même si elle t'est inaccessible, même si par design, tu n'as aucune chance de comprendre sa logique. En 2024, le cadre légal et sa jurisprudence, qui multiplie par 10 la complexité du système, est utilisé comme moteur de pouvoir et de création de valeur financière pour le petit nombre d'individus qui la contrôlent. Les lois ne servent plus l'harmonie des relations et des échanges entre les êtres humains. Elles servent le cancer financier qui nous ronge, tout comme le métabolisme d'un malade en phase terminale nourrit la tumeur qui le tue. Dans sa structure actuelle, le cadre légal est mort. Il doit renaître au service de ceux à qui il appartient, les citoyens, le peuple, la nation. Le cadre légal suisse est censé être un des plus efficaces au monde. Il est même cité comme un exemple de pragmatisme et de bon sens. Comme dans tous les pays, sa fonction première est de donner des règles simples et précises qui permettent la vie sociale dans le respect et dans l'harmonie des relations entre les individus. Je vais te démontrer dans les prochains paragraphes comment il a dérivé au fil des dernières décennies pour devenir un instrument de chantage destiné à tenir le peuple sous contrôle de l'État. Je vais te montrer comment des individus l'ont complexifié pour le rendre inapplicable, pour le mettre au service d'autres intérêts que le tien, d'autres intérêts que celui de la justice. Je te propose de le faire en te donnant des exemples simples, en te racontant des histoires vécues à titre personnel, au travers desquelles tu pourras facilement t'identifier, car nous avons tous vécu directement ou indirectement des situations très similaires. Je suis avec mon ami Claude, excellent cycliste et juge de profession. Nous discutons. Je lui affirme que si le cadre légal suisse était appliqué au sens strict, au minimum 90% des citoyens suisses seraient en prison ou à l'amende avec casier judiciaire. Il est dubitatif. Je lui en donne la preuve. La Suisse a une armée de milices, donc tous les hommes sont citoyens soldats. Au cours de leur formation de 4 mois, appelée école de recrues, les futurs soldats doivent faire un don du sang auquel il est difficile d'échapper. Un dépistage anonyme a été réalisé pour savoir quel pourcentage des citoyens soldats avaient consommé une drogue ou une substance illicite dans les 5 jours qui précèdent le don du sang. Ce sont des chiffres officiels. 88% d'entre eux étaient positifs. La question est donc la suivante. Un cadre légal qui envoie 88% des hommes en prison ou à l'amende avec casier judiciaire est-il adapté à la vie réelle des êtres humains? La réponse est bien évidemment non. Le proverbe dit « Pour contrôler quelqu'un, fais-lui peur ». Dans ce cas de figure, 88% des Suisses vivent dans l'illégalité, donc dans la peur d'être pris en défaut et de tomber sous les coups de la violence légale étatique. La complexité et l'inadéquation des règles en regard de la vie réelle des êtres humains sont devenues un pur instrument de contrôle. Cette complexité rend les règles inaccessibles, incompréhensibles, inutilisables pour la majorité d'entre nous,
alors qu'en première intention, elles sont destinées aux citoyens. Pire, nous n'en comprenons plus le sens, car selon l'interprétation qu'en font les soi-disant professionnels experts du droit, elles permettent d'innocenter les pires criminels et de faire condamner des innocents. Cette impossibilité pour le citoyen de comprendre les règles qu'il est censé observer devrait être anticonstitutionnelle. Si tu ne les comprends pas, comment peux-tu respecter les lois qui sont censées te servir de feuille de route tout au long de ta vie? Comment peux-tu respecter les règles de la vie en communauté que tu es censé transmettre à tes enfants si les lois te sont inaccessibles? Pire, comment vas-tu respecter les règles qui sont censées nous unir si les mêmes lois peuvent déboucher sur des résultats diamétralement opposés en fonction de la façon dont les avocats ou les juges les utilisent pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? La justice ne peut pas être rendue sur des critères politiques ou des critères d'opinion personnelle ou de manipulation de la jurisprudence ou d'interprétation des codes de loi pour obtenir un résultat qui va à l'envers du bon sens. Une loi est une loi. Une règle est une règle. Si le code de procédure ou la jurisprudence permettent de la contourner, elle n'a aucune raison d'exister. Elle est anticonstitutionnelle, il faut l'éliminer. La complexité des cadres légaux et constitutionnels permet tout et son contraire en fonction des intérêts de ceux qui peuvent payer les procédures légales le plus longtemps. Que tu sois innocent ou coupable n'a aucune importance à partir du moment où tu peux payer pour faire durer la procédure. C'est ce que veulent les individus qui en tirent parti. Cela bénéficie à tous ceux qui facturent des honoraires ou des frais de justice. Plus la procédure dure, plus ils facturent, plus ils justifient de leur indispensabilité. Sont inclus les États, l'appareil judiciaire tout entier, les avocats, les notaires, les juges, les procureurs, bref, tous ceux qui contribuent à faire fonctionner un cadre légal devenu un outil politique et de business plutôt que le moyen d'harmoniser les relations entre êtres humains, de rendre justice. Ce que tu appelles un bon avocat est celui qui saura tirer parti des dizaines de milliers de pages de codes de loi, de code civil, de code des obligations, de code pénal, de code de procédure, de code de jurisprudence, ça n'est pas un code, et autres paperasses pour contraindre le juge à ne pas pouvoir faire son travail, en fait pour lui voler sa fonction. L'avocat intelligent utilisera la complexité du système légal pour faire exactement l'opposé de ce pourquoi il a été conçu en première intention, rendre justice. Des centaines de films et de documentaires ont été produits sur l'absurdité du système. Tu as la preuve formelle de l'innocence ou de la culpabilité d'un prévenu, mais la preuve ne peut pas être utilisée car elle a été acquise sans suivre le code de procédure. Le juge ne peut pas juger. Il a l'interdiction de rendre justice. Et s'il est honnête, s'il est éthique, s'il a le malheur de se laisser guider par le plus élémentaire bon sens, il sera suspendu. Il perdra son emploi. Les juges, les avocats, les procureurs ne sont pas malhonnêtes. Ils sont les victimes des faiblesses du système qui les empêchent de rendre justice. Le système qu'ils ont eux-mêmes créé les prive de l'essence même de leur métier, à savoir rendre justice. La majorité des servants de ce système, en particulier les juges,
ne sont même plus capables de prendre leurs responsabilités en désignant une victime et un coupable. Dès que le sacro-saint code de procédure, qui est leur Bible, l'exige, ils ne jugent pas le fond, ils appliquent la forme. Ils se réfugient dans le processus aux dépens de tout bon sens, aux dépens de la justice. Leur seul objectif est en fait de protéger leurs fesses. S'ils ne font qu'appliquer le code de procédure, ils ne peuvent pas perdre leur emploi. Personne ne pourra les blâmer. Ils ne sont pas responsables. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont fait que suivre la marche à suivre comme ils ont appris à le faire à l'école ou à l'université. En fait, ce sont de bons élèves. Quand tu suis un processus, par définition, tu débranches ton cerveau, tu arrêtes de réfléchir, tu nourris ta paresse intellectuelle, tu suis ta marche à suivre. Tu n'es plus au service des citoyens, encore moins au service de la justice. Tu es la marionnette d'un système que tu ne contrôles plus et qui se sert de toi pour faire tout et son contraire. Mais en tant que juge, tu t'en fous, car personne ne peut te reprocher quoi que ce soit, même si tu ne fais pas ton job, même si tu ne sers plus la justice. Tu es protégé par ton code de procédure. Tu reçois quand même ton salaire, payé par les citoyens, même si tu ne le mérites absolument pas. Et c'est ça qui rend justice. C'est ce sur quoi tu comptes pour que nous soyons tous égaux devant la loi. Si tu crois que ça peut continuer à fonctionner ainsi, tu vis en plein rêve. Autre problème. Quand la jurisprudence ou le code de procédure le permet, les juges répartissent les responsabilités pour obtenir des torts partagés. Tu peux me dire que c'est pour éviter de prendre parti, pour éviter d'assumer leur rôle ou parce que ce sont des ventres mous qui ont peur de rendre justice. Tu peux même me dire que le compromis est l'homme de loi le meilleur marché. C'est un peu tout à la fois. C'est multifactoriel. Et il est facile de trouver des excuses. Mais en fait, comme tout bon investigateur, demande-toi à qui profite le crime. Si tu trouves où va l'argent, 9 fois sur 10, tu trouves le coupable. Les torts partagés permettent de facturer au maximum toutes les parties, quel que soit le conflit, plutôt que de mettre tous les frais sur le dos du vrai coupable uniquement. Donc, chacun paye ses frais. Cela multiplie les sources de revenus en les faisant porter par tous les acteurs, qu'ils soient lésés, les innocents ou les coupables. Du point de vue financier, c'est une saine diversification des sources de revenus, à l'image de ce qui se fait dans la gestion de fortune. Les questions que tu peux te poser sont les suivantes. Est-ce que le cadre légal se résume à servir des intérêts financiers? Est-ce que les intérêts financiers doivent être au-dessus de la justice? Est-ce uniquement un business de plus? Est-ce que le cadre légal doit et peut offrir mieux? Tu connais bien évidemment toutes les réponses à ces questions. À titre d'exemple, une histoire vécue personnellement. Je conduis ma voiture sur l'autoroute et je m'apprête à doubler un camion. Soudain, sa remorque se détache et le timon de celle-ci embarque 3 voitures, dont la mienne. Nous percutons la glissière de sécurité, mettant clairement nos vies en danger. Un rapport de police est établi. Il indique que le crochet d'attelage est défectueux, que le système de sécurité censé retenir le timon de la remorque et la maintenir solidaire du camion-tracteur n'était pas engagé. Ma voiture et 2 autres sont détruites, dégâts totaux. Je ne suis clairement pas responsable de l'accident.
et fort de ma bonne conscience, je demande le remboursement de la valeur de mon véhicule. Le cadre légal suisse et ses servants interviennent. Ils déclarent que j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule et que par conséquent les torts sont partagés. Je suis responsable, je suis sommé d'assumer tous mes frais, y compris le dépannage, en fait l'évacuation de l'épave, et même les coûts de réparation de la glissière centrale que nos véhicules ont endommagée en la percutant. Il est à peu près certain que les conducteurs des 2 autres véhicules détruits ont été traités de la même façon. L'interprétation du cadre légal permet de lui donner une logique purement financière en fonction du poids économique des acteurs impliqués, nommément les escrocs des compagnies d'assurance et de l'État qui les défend. Le bon sens le plus élémentaire a été sacrifié au profit d'intérêts financiers, au profit de ce qui rapporte le plus aux sociétés d'assurance, au système judiciaire, à l'État et à ses servants. Mais en Suisse, comme dans beaucoup d'autres juridictions à l'occidental, entre guillemets, il n'y a pas de petit profit, et cela va encore plus loin. Les professionnels du droit n'incorporent pas les outils technologiques qui permettraient de faciliter les procédures. Dans les villes suisses, tu es filmé en permanence par des dizaines de caméras. Cela responsabilise les citoyens qui ne prendront pas le risque d'enfreindre nos lois par peur d'être facilement reconnus. Quand la ville de Londres a fait installer des milliers de caméras dans tous les lieux publics, la criminalité a chuté de plus de 50% en 12 mois. C'est donc une bonne chose. Le principe de tiers regard est à l'œuvre. Quand tu te sais observer, tu agis en conséquence. Nous en reparlerons plus avant dans le chapitre. En Suisse, il est illégal d'avoir une caméra dans ta voiture pour filmer la route et enregistrer un accident potentiel. Les hommes de loi te disent que c'est par respect de ta vie privée, alors même que l'État s'est donné le droit de te filmer en permanence. Tu parles d'une vie privée. Ils te prennent vraiment pour un con. Si un juge voit les images d'un accident, il sait immédiatement qui est le fautif, il sait immédiatement qui est la victime ou si les torts sont partagés. Oui, mais régler le cas rapidement n'est pas le but, car en Suisse, il n'y a pas de petit profit. Tout est bon à prendre. Le juge est utilisé comme machine à fric, souvent à son insu. La procédure l'oblige à être complice des avocats et autres hommes de loi pour faire durer les procédures, pour les rentabiliser au maximum. Il n'a pas le droit d'utiliser les images de l'accident, même s'il les a en sa possession, et il doit se contenter du rapport de police et des témoignages verbaux des personnes impliquées. Cela fait planer un doute, car les témoins oculaires ont tous leur interprétation personnelle de l'accident. Le juge ne peut pas faire son travail. Il ne peut pas trier le bon grain de livret, et il distribue les torts partagés par peur de se tromper. Il est l'otage des intérêts financiers qui se cachent derrière le processus légal qu'il est obligé de suivre. Il n'instruit pas le fond, il instruit la forme. Il n'a pas ni les outils, ni le pouvoir de faire évoluer le système vers le bon sens le plus élémentaire, vers une éthique pourtant due à tous les citoyens. Autre exemple. Je suis au tribunal car 3 actionnaires de la société Éthique CSA, amenés par la Banque cantonale du Valais, BCVS, veulent récupérer par voie judiciaire l'argent qu'ils avaient investi dans la société dont j'étais le président du conseil d'administration, nommément Marie-Thérèse Relecombe, Jean-Marc Martin Saint-Cyr
et les descendants de feu Paul-Henri Lemerle, paix à son âme. En fait, mes actionnaires et la Banque cantonale du Valais utilisent le cadre légal pour me voler 1 350 000 francs, quand bien malgré moi, en tant que président du conseil d'administration, j'ai dû mettre la société en faillite pour stopper les rapaces financiers qui se gavaient sur mon dos, nommément et entre autres Théodore Petrara, Magali Modou, Issam Kabani et d'autres. Mes actionnaires et leur banque, la Banque cantonale du Valais, alliés du départ, vont révéler leur vrai visage. L'éthique est la dernière de leurs priorités. Seul l'argent compte pour eux et ils sont prêts à tout pour récupérer la valeur de leur investissement, pour récupérer de l'argent. Le cadre légal est l'instrument idéal pour leur permettre de me voler. Ils mandatent la vipère de service, l'avocat Olivier Couchepin de Martigny, qui sait comment interpréter le code de procédure afin de retrouver les montants investis. Comble de malchance, je suis interrogé par 2 policiers faibles et corrompus, M. David Fumeau et M. Reynard, dont j'ai oublié le prénom. Ils ne prennent pas leurs responsabilités et, sans doute par pur copinage avec les avocats, avec les banquiers et avec les juges, ils font un rapport dit de dénonciation. C'est pas ce que ça veut dire. Les 2 policiers se comportent comme les ventre-mous suisses, en fait les couilles molles suisses que l'État leur demande d'être. Ils n'ont pas le droit de défendre un citoyen contre les intérêts financiers de ceux pour qui ils travaillent, nommément l'État, les banques, les avocats, les juges et tous les servants du système judiciaire. C'est un peu comme les torts partagés décrits ci-dessus. Les comptes d'éthique sont parfaits. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Bien au contraire, je n'ai fait que sortir mon argent privé, vendant tout ce que je possédais pour conduire la société au succès. En tant que président du conseil d'administration d'Ethics, je suis sommé par la justice de rembourser les 3 actionnaires, alors que mon engagement dans Ethics SA était total, du début à la fin. Non content d'y avoir perdu tous mes actifs, j'y ai perdu mon fils, j'y ai perdu ma fille, j'y ai perdu ma femme, et j'ai même perdu plusieurs membres de ma famille qui me reprochent d'avoir utilisé tous mes actifs à essayer de ramener un peu d'éthique dans un monde au service d'intérêts financiers. Ils n'ont pas entièrement tort. Vouloir ramener de l'éthique dans nos démocraties de 2024 sur une base de tiers regard uniquement, sans passer par les outils constitutionnels adéquats, est peine perdue. De là à me considérer comme un traître à la famille car j'ai perdu de l'argent, il n'y a qu'un pas. Mais certains membres de ma famille n'ont pas hésité à le franchir, et je vis aujourd'hui dans une forme d'opprobre familial. Dans la culture suisse, perdre de l'argent est considéré comme une trahison, même au sein de ta propre famille. Encore une fois, l'État a gagné. Le cadre légal a gagné. L'éducation étatique a gagné. La famille est totalement divisée. Mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, la façon dont tu traites les autres est le reflet de la personne que tu es, pas le reflet de ce que sont les autres. La façon dont nos institutions traitent ses citoyens est le reflet de ce qu'elle est, de ce que sont nos institutions, pas le reflet de ce que sont les citoyens, le peuple. Toi et moi, nous sommes finalement tellement au-dessus de toute cette merde. Comme mon avocat de l'époque, M. Jean-David Pelot, a bien senti la malhonnêteté de la situation à mon égard, il a fait recours pour que je me fasse rembourser non pas ma famille perdue, mais mon argent. Je précise que mon avocat avait eu une conversation avec le procureur chargé d'instruire le dossier qui lui avait dit
Je cite, « Il n'y a rien de concret contre M. Pascal Borel. Les comptes de sa société éthique CSA sont parfaits. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Il n'a même jamais pris de salaire pour l'énorme travail qu'il a réalisé. Il a donc de très fortes chances de gagner. Malheureusement, je ne peux qu'instruire la forme, je n'instruis pas le fond. Et du fait des montants en jeu, la procédure va durer 5 à 7 ans. La question est donc, est-ce que M. Pascal Borel peut attendre 5 à 7 ans avant la clôture du dossier? Et a-t-il l'argent nécessaire pour payer la procédure? La réponse était évidemment non, car à l'époque, je vendais mon chalet nommé Sagarmatha, qui veut dire Everest en népalais. C'est déesse, mère des montagnes, mère du monde, Sagarmatha. Je vendais donc mon chalet à la famille royale d'Angleterre, nommément le prince Andrew et la duchesse d'York, Sarah Ferguson ou Fergie. La vipère, maître Olivier Couchepin de Martigny, avait fait placer un séquestre sur le chalet comme mesure prévisionnelle, car il savait que la vente était en cours et que celle-ci serait bloquée tant que je ne me serais pas débarrassé de ce séquestre. J'ai donc été contraint de demander à la banque Piguet-Galland, filiale de la Banque cantonale vaudoise, de payer les 1 350 000 francs sur la valeur du chalet pour permettre la vente. Je précise quand même que la valeur du chalet était estimée à plus de 27 millions et que j'avais accepté de vendre le chalet à la famille royale pour 24 millions. Comme il était facile de le comprendre, la banque Piguet-Galland voulait acquérir rien moins que la famille royale d'Angleterre, une des plus grandes fortunes de la planète, comme client. Les directeurs et les administrateurs de la banque étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Ils m'ont donc accordé un prêt sous forme d'hypothèque de 20 millions, alors que je ne présentais aucune garantie pour tenir les charges hypothécaires et encore moins pour rembourser le prêt. Ils n'ont donc pas hésité un instant à payer les 1 350 000 francs pour me débarrasser du litige avec mes actionnaires d'éthique, c'est ça, et permettre l'opération. À la décharge de la banque, il était prévu qu'au moment du transfert de propriété, l'hypothèque serait transférée au nom du prince Andrew et de la duchesse d'York, ce qui assurait qu'ils deviennent tous deux clients de la banque, et donc de la banque cantonale vaudoise. Pour l'anecdote, il s'est avéré que le prince et la duchesse possédaient déjà un bien immobilier à Verbier, dans les montagnes suisses, qui les empêchait d'acquérir mon chalet Sagarmatha sans enfreindre la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers, dite LFAIE. Qu'à cela ne tienne, la banque Piguet-Galland a trouvé la parade en me faisant rester propriétaire officiellement alors que j'avais déjà libéré mon chalet et que les royaux en disposaient à 100%. C'était donc bien une vente cachée dont j'ai été l'instrument en dérogation d'une loi fédérale suisse. Je reconnais avoir une part de responsabilité en ce sens que j'avais, entre guillemets, vendu un chalet que j'avais entièrement conçu, que j'avais entièrement pensé, dessiné. J'en avais même construit une maquette avant de présenter le tout à des amis architectes pour le construire. Quand le prince Andrew est venu me rendre visite, après avoir fait un tour du chalet pour la première fois, nous nous retrouvons à prendre le thé sur la terrasse. Et il me dit, je cite, « Mais Pascal, je redécouvre Verbier. C'est une situation unique, c'est un endroit extraordinaire et tu veux vraiment le quitter? Tu es bien sûr que tu veux vendre un endroit aussi exceptionnel. Tu dois comprendre que quand le fils de la reine d'Angleterre veut faire l'acquisition d'un chalet, en fait d'une maison, que tu as entièrement conçu, dessiné, réalisé par toi-même, tu te dis que tu n'as pas trop merdé dans ton concept.
Tu en tires même une certaine valorisation personnelle, tu en tires une certaine fierté. C'est humain. Tu parles quand même au fils de la reine d'Angleterre. Je reconnais que j'ai eu tort. Je n'ai aucune excuse valable. J'ai été le complice, ou plutôt l'instrument de la banque Piguet-Galland et de la banque cantonale vaudoise dans leur recherche sans remords de l'argent et encore de l'argent. Je leur ai servi à contourner une loi fédérale suisse. J'en suis tellement désolé, j'en ai honte. Ma peine a été de perdre la perte et la destruction totale de ma famille. D'une certaine façon, je l'ai bien mérité. Je l'ai comme le nez au milieu du visage. Ce pourquoi je m'en veux le plus, ce sont les dégâts humains qu'indirectement j'ai infligés à mes enfants Rakam et Désiré. Je les ai privés de leur père, je les ai privés de leur mère, je les ai privés de leur famille. Comment est-ce que tu crois que je me sens en te racontant cette histoire? Revenons à nos moutons. Je me retrouve donc devant un juge à longue barbe, certainement un excellent père de famille. Il a une voix basse posée, une voix presque lente qui inspire confiance. Il a en face de lui, dans la salle d'audience, comme spectateur, Pascal Perruchot, directeur exécutif de la Banque cantonale du Valais, et un de ses administrateurs, donc directeur non exécutif, dont je n'ai jamais eu le nom. En tant que représentant de la banque, ces deux messieurs se sont quand même fait 1 350 000 francs sur mon dos, francs suisses. Il est normal qu'ils viennent auditer le travail du juge à leur service. Le juge prend la parole et me dit « Monsieur Borel, vous contestez la procédure utilisée par la banque, ses clients et leurs avocats pour retrouver la valeur de leur investissement. Mais vous avez payé le montant, n'est-ce pas? » Ma réponse: « Oui, votre honneur, mais j'y ai été contraint par l'utilisation abusive du code de procédure du fait que j'avais une contrainte de temps dont je ne pouvais m'extraire qu'en payant. » Il me coupe la parole et me dit « Mais si vous avez payé, c'est donc qu'ils ont eu raison d'utiliser le cadre légal et sa procédure. » En fait, ce qu'il me dit est « Le fait que j'ai payé montre qu'ils ont eu raison d'utiliser le code de procédure pour se faire de l'argent. » Pour le juge, seule la raison financière a de l'importance. Il ne se soucie en aucun cas du fond. Seule la forme compte. La justice n'a aucune importance, l'éthique encore moins, la morale, le bon sens, la justice, mais mettez tout ça à la poubelle. Et voilà tout ce que le juge sait faire. Il est juste une couille molle suisse de plus. Il a perdu sa vocation. L'évolution du cadre légal et en particulier la complexification des processus auxquels il est tenu de se conformer, lui ont volé son métier, lui ont volé sa fonction, au service des citoyens, au service de la justice. Le juge se prend pour un businessman gérant les intérêts financiers des deux directeurs, en fait des deux auditeurs de la banque venus contrôler son travail. C'est à vomir. Mais c'est ce qu'autorise l'excès de loi, l'excès de cadre légal, l'excès de code de procédure, l'excès de code civil, l'excès de code pénal, l'excès de code des obligations, l'excès de jurisprudence, se superposant tous les uns aux autres dans un imbroglio indéchiffrable. Le juge ne juge plus. Le cadre légal l'en empêche. On lui a volé son métier. On lui a volé sa force. On lui a volé sa dignité. Le système le force à utiliser ce que permet la pléthore de lois. Le système le force à interpréter la situation en faveur des intérêts financiers des copains présents dans la salle d'audience,
et avec lesquels il prendra probablement l'apéritif un de ses prochains samedis soirs. Il faut absolument diviser par 10, peut-être par 100, le nombre d'articles de loi pour que de vraies règles simples, accessibles et à ton service recommencent à nous unir plutôt que de nous diviser. Mais les États ne veulent pas de règles simples, fortes et puissantes qui servent la justice, tout comme ils ne veulent pas un peuple fort et puissant qui exerce sa souveraineté, qui pourrait remettre en cause leur pouvoir et les règles qui nous divisent à leur profit. Ils préfèrent une multitude de petites règles qui s'annulent les unes les autres en fonction de la façon dont elles sont utilisées pour permettre tout et son contraire. Même les experts, soi-disant spécialistes du droit, sont incapables d'extraire le plus élémentaire bon sens des milliers de pages de codes et de procédures qui modèlent leurs actions. Si j'ajoute à cela la jurisprudence, on parle de dizaines de milliers de pages. En fait, le modèle est passé de « nul n'est censé ignorer la loi » à « tu as l'interdiction de comprendre la loi ». La loi n'est plus là pour toi, pour servir le peuple. Elle ne t'appartient plus. Elle est à eux, nommément les États et les servants du pouvoir. C'est toi, le citoyen, qui paye le cadre légal par tes impôts. Mais c'est eux qui décident s'il va servir tes intérêts ou ceux du pouvoir, ou encore ceux des copains banquiers. La loi est là pour préserver le pouvoir des États, pour rendre légal ce qui rapporte le plus d'argent. En aucun cas pour donner corps à notre capacité collaborative, pour harmoniser et discipliner nos relations, pour rendre justice. Les lois sont devenues l'instrument de ta dépossession politique, de l'esclavagisme démocratique, de la peur dans laquelle les États veulent que tu vives pour te contrôler, de ton premier souffle à ton lit de mort. C'est un instrument de chantage. Les règles s'appliquent ou ne s'appliquent pas en fonction de ce que tu es capable de payer pour les interminables procédures qui te sont imposées. Si tu payes les servants du système et que tu acceptes de perdre ton temps pendant des années de procédures, tu as de fortes chances de gagner. Tu auras perdu 5 à 10 ans de ta vie. Tu auras perdu des milliers, voire des millions de francs, d'euros, de dollars que tu auras donnés aux parasites de la justice, et ils te donneront l'illusion de la victoire, alors qu'en fait, tu n'aurais été que la marionnette qu'ils utilisent pour justifier leur utilité, et en particulier la machine à blé qu'ils sont devenus. Un autre exemple. La Suisse a mis en place une procédure de recouvrement à l'encontre des citoyens qui ne payent pas leurs factures. Que le montant à payer soit réellement dû ou non, il est quasiment impossible d'échapper aux fonctionnaires d'État qui mettent en œuvre la procédure. Tu peux contester, justifier du non-paiement, mais aucun argumentaire, si éthique qu'il soit, ne te permet d'échapper à la machine à fric étatique. En fait, c'est encore pire que tu peux l'imaginer, car, quel que soit l'interlocuteur à qui tu parles, il n'est jamais le décideur. Il ne peut rien pour toi, car il ne fait que suivre le code de procédure. Personne n'est jamais responsable. Chacun ne s'occupe que du maillon de la chaîne dont il est en charge. En tant que citoyen victime de ce processus, tu n'as aucune chance d'y échapper. Ce fractionnement des tâches permet aux individus impliqués de ne jamais porter la responsabilité de la violence légale qu'ils mettent en place et dont ils sont collectivement responsables. Les employés de l'État ne se rendent pas compte qu'ils sont les instruments d'une machine à rançonner les citoyens.
Ils sont les victimes manipulées par un système qui nous force à nous diviser plutôt que de collaborer dans l'harmonie. Le pire est qu'ils ne remettent jamais rien en question tellement leur formatage est solidement ancré au plus profond de leur cerveau. Ils s'endorment le soir, la conscience tranquille, car ils n'ont fait que leur tâche qui, prise individuellement, ne représente rien. Ils ne sont pas responsables. Ce mécanisme de répartition des tâches est très efficace. Il s'utilise en particulier en temps de guerre pour permettre aux individus d'effectuer leurs tâches, aussi monstrueuses soient-elles, tout en gardant bonne conscience. Pendant l'Holocauste organisé par les nazis à l'encontre de la population juive, personne n'était jamais responsable. L'un ne faisait que conduire le train amenant les déportés à Auschwitz, à Ravensbrück, à Mauthausen ou autres camps de concentration. L'autre ne faisait que la cuisine pour les prisonniers, le suivant ne faisait que garder l'enceinte de la prison, le dernier ne faisait que déplacer les prisonniers victimes d'une baraque ou d'une cellule à l'autre, etc. Il est vraisemblable que tous les individus impliqués dans ce processus sordide se rendaient compte de la monstruosité du résultat produit par l'addition de leurs petites actions individuelles. Malgré cela, ils gardaient bonne conscience, car ils se justifiaient derrière leur hiérarchie. Ils suivaient les ordres venant de l'État, venant de leur gouvernement. De plus, il est vrai que chaque action prise isolément était relativement inoffensive. C'est la somme de toutes ces actions mises bout à bout qui est monstrueuse et qui a fait 6 millions de morts. Bien sûr, personne n'est responsable. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas pensé, c'était les ordres. Un État comme la Suisse a remis au goût du jour les mêmes processus psychologiques. Heureusement pas pour assassiner des Juifs, mais pour accaparer toutes les sources de revenus potentiels à sa portée. Sont impliqués les politiques, les juges, la police, les offices des poursuites, les avocats et la majorité des fonctionnaires, chacun responsable d'un étage de la fusée. Le juge ne fait qu'appliquer le code de procédure dont le bénéficiaire est l'État, qui paye son salaire, générant un conflit d'intérêts totalement inacceptable. La police ne fait que suivre les ordres et, fort de la violence légale qu'elle détient, elle effectue des saisies. Les offices des poursuites étatiques ne font que signaler aux citoyens incapables de payer que l'État saisira leurs biens. Les avocats se réfugient derrière le code de procédure, mais quand ils sont honnêtes, ils se réjouissent de pouvoir administrer les conflits, car plus ils sont nombreux, plus ils facturent. Personne n'est jamais responsable individuellement, mais collectivement, c'est une organisation criminelle qui rançonne les citoyens, qui humilie les individus. Je connais personnellement des dizaines de personnes qui m'ont dit ne plus oser collecter leur courrier tant ils craignent d'être les victimes de cette violence légale. Ils vivent en flux tendu, sans jamais pouvoir épargner pour leurs vieux jours, sous la pression constante des taxes, des impôts, de l'inflation, de la dette, etc., etc. L'État maintient une pression maximum pour accaparer toutes les sources de revenus possibles. Leur vie est gâchée. Ils n'éduquent plus leurs enfants. Ils ne s'occupent plus de leur santé. Ils sombrent dans la dépendance à l'alcool, dans la fumette et bien sûr dans tous les psychotropes, les antidépresseurs, les tranquillisants, les benzodiazépines et autres prescrits comme solution par l'industrie médicale. J'en tousse.
Les médecins croient bien faire et soulager leurs patients devenus dépressifs sans se rendre compte qu'ils les enterrent, car ils ne soignent pas la cause. Ils ne font que masquer temporairement les symptômes pour le plus grand plaisir d'une industrie pharmaceutique déjà riche à milliards. L'élémentaire bon sens devrait te permettre de comprendre que les psychotropes, qu'ils soient d'origine naturelle ou pharmaceutique, peuvent être des solutions à court terme à une situation de crise, mais ils ne peuvent jamais donner des résultats satisfaisants à l'équilibre des individus sur le long terme. Leur utilisation est un choix qui doit rester personnel, tout en sachant qu'ils n'apporteront jamais une hygiène de vie valable sur le long terme. Traiter les symptômes plutôt que les causes de la maladie ne guérissent pas les patients. Il est vrai que chacun des acteurs susmentionnés n'est pas véritablement responsable du malheur qu'ils génèrent par leurs actions collectives. Les hommes mauvais trouvent toujours une forme de pouvoir dont ils s'abreuvent, et les bonnes personnes, une gêne vite écartée étant le suivi des processus et des règles étatiques, leur permet de retrouver bonne conscience. Les responsables sont ceux qui écrivent les règles, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ceux qui bénéficient le plus des persécutions ainsi organisées. C'est Auschwitz, c'est Mauthausen, c'est Ravensbrück, c'est toujours le même modèle. Personne n'est responsable, si ce n'est le sommet de la pyramide hiérarchique, qui a une forte motivation à comprendre et surtout à utiliser les mécanismes psychologiques qui lui permettent d'imposer les pires monstruosités aux citoyens esclaves que tu es devenu. Il est probable que les dirigeants eux-mêmes ne se rendent pas compte des souffrances générées par les process derrière lesquels ils se cachent, qu'ils ont mis en place et dont ils sont les garants. S'ils s'en rendent compte, ils ne peuvent rien pour toi. Ils ont l'interdiction de changer quoi que ce soit, car c'est de ce vol institutionnalisé qu'ils tirent leur qualité de vie. Ils se grignotent la biscotte entre copains. Ils s'apportent assistance mutuelle. Ils se soutiennent tous les uns les autres dans la petite confrérie qu'ils ont intégrée, souvent après des années de dur labeur. Ils ont l'arrogance que leur donne la violence légale dont l'État dispose pour te contrôler, pour te mettre au pas. Je te donnerai un exemple de plus d'une situation que tu retrouveras dans le texte et en vidéo sur www.4vet24.com dès que la procédure qui dure depuis des années sera close. Elle implique ma femme, Brigitte Borel, l'avocat maître Sébastien Fanti, madame Katia Gabrel, monsieur Giannini de l'Office des poursuites de Martigny, le juge Pierre Gampagny, la famille royale d'Angleterre, la banque Pied-Galant, une fois de plus, toujours les mêmes, et la banque cantonale vaudoise. Pour résumer, c'est l'histoire est comment privilégier le copinage financier plutôt que de préserver l'éducation des jeunes avec comme excuse un vice de procédure et la date de réception d'un courrier. Tu vas te régaler. Et encore une fois, cela te démontrera à quel point la justice est totalement inopérante et pourquoi elle doit être repensée du sol au plafond. Le cadre légal est devenu un outil de business et un outil de chantage au service de l'État à l'encontre des citoyens. C'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes pour te tenir sous contrôle et te contraindre à des comportements en rupture totale avec tes activités humaines réelles. Rappelle-toi, 88% des hommes suisses qui font leur service militaire sont positifs à une substance illégale lors d'un dépistage à l'aveugle. Ils devraient tous être en prison
ou au minimum à l'amende avec casier judiciaire à l'appui. Est-ce vraiment dans l'esprit du cadre légal que nous avons hérité de nos ancêtres? Est-ce vraiment ce que nous souhaitons léguer aux générations futures? Bien évidemment, la réponse est non aux deux questions. La solution tient dans la simplification et l'homogénéisation des cadres légaux pour les remettre au service des citoyens et non au service des intérêts financiers des spécialistes experts et des États qui en tirent leurs revenus. Nous devons éliminer la jurisprudence dans sa totalité, car elle est utilisée pour permettre tout et son contraire. À titre d'exemple, je suis obligé de te donner l'exemple suivant. Je vais voir mon ami Bob, patron d'une étude d'avocat sur la 5e avenue à New York. L'ascenseur me monte au 50e étage où une assistante me reçoit et m'invite à prendre place dans un salon pour attendre le boss qui est occupé avec des clients. Je suis avec un de mes collègues de travail. Nous sommes effarés par la vue sur tout Manhattan à travers une baie vitrée qui doit faire 4 mètres de haut du sol au plafond. Le salon fait minimum 10 mètres de long par 5 mètres de large. À l'opposé de la baie vitrée, une bibliothèque qui fait la totalité de la longueur de la pièce. Elle est remplie d'ouvrages tous identiques, magnifiquement reliés en cuir de couleur bordeaux foncé. Mon collègue et moi sommes impressionnés par le lieu, par la vue, par la qualité du mobilier, par l'incroyable bibliothèque. Nous nous demandons ce qu'est cette collection de livres. Une encyclopédie universelle, un recueil de toute la littérature classique. Mon ami Bob entre dans la pièce. On ne s'est pas vu depuis 2 ans. On se prend dans les bras, on est tellement content de se retrouver. Après les plaisanteries d'usage, je lui demande comment va son dos, car comme moi, il a subi 4 opérations de hernie discale et il court encore chaque année le marathon de New York. Je le complimente sur la situation de son étude et je lui demande ce que contient les livres de sa bibliothèque. Il rigole et il me dit que c'est cette bibliothèque qui l'a rendu aussi riche. Je rigole aussi, mais je ne comprends pas. Il me dit que c'est ce qui multiplie par 10 ses heures de travail et donc les honoraires qu'il facture à ses clients. Je comprends toujours pas. Bob prend au hasard un des ouvrages. Il l'ouvre et me le tend en ajoutant. C'est la raison principale pour laquelle le système judiciaire des États-Unis ne fonctionnera jamais. Je prends l'ouvrage, je lis le titre. C'est la jurisprudence des États-Unis d'Amérique. Nous nous regardons avec Bob et nous éclatons de rire. Il nous faut au moins 3 minutes pour nous reprendre. J'aime bien cette franchise et cette forme d'humour bien décapant, quoi. L'anecdote que je viens de vous conter est tellement riche de signification, je ne me serais jamais douté que je l'utiliserai un jour pour illustrer mes propos. Avant d'être un expert du cadre légal, mon ami Bob est avant tout un praticien, un homme qui pratique le droit, qui est devenu riche à millions en exploitant pour lui-même ses dysfonctionnements. Il le fait en toute bonne conscience. Mais il a gardé une honnêteté intellectuelle qui lui permet de rire de sa bonne fortune et de reconnaître que ça ne peut plus fonctionner comme cela très longtemps. Si un top professionnel, praticien du droit, a l'honnêteté de me dire et surtout de penser cela du cadre légal après en avoir été un acteur actif pendant plus de 30 ans, tout me porte à lui faire confiance. Tout me porte à le croire sur parole. Ce qu'il dit est compréhensible par un enfant de 7 à 10 ans. C'est une idée simple dans une situation rendue compliquée par design. C'est donc la base.
C'est la fondation de ce que nous devons tous comprendre. C'est ce dont nous devons nous inspirer pour faire renaître le système. Concrètement, il faut éliminer la jurisprudence dans sa totalité, réduire tous les différents codes en vigueur à un seul code d'article de loi, le CAL, Code d'article de loi, qui ne doit pas dépasser 240 pages à 4 ou 640 000 caractères. Il doit être écrit pour qu'un enfant de 7 ans puisse le lire et le comprendre en 2 jours. 5 jours si vous voulez. Si ça n'est pas le cas, les règles qui nous unissent ne servent pas le futur de l'humanité, la jeunesse. Je t'en parle en fin de chapitre dans l'article constitutionnel, constitutionnel 13 sur le cadre légal. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de loi pour agir de façon responsable, tandis que les mauvaises personnes contourneront les lois. Plus les lois sont nombreuses et complexes, plus elles sont faciles à contourner, plus il y a d'exceptions à leur application, plus elles seront utilisées par des individus malhonnêtes pour servir d'autres intérêts que les tiens. En 2024, pour les professionnels, juges, avocats, enfreindre l'esprit de la loi est une obligation. C'est leur devoir. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils n'auront jamais de compte à rendre, car ils agissent dans l'omerta. Le secret de procédure les protège. Ils peuvent mentir dans l'impunité totale. Le système les oblige à mentir pour défendre les intérêts financiers de ceux qui les payent, car ils ne sont jamais exposés. C'est obscène, mais c'est normal. Les gens sont simples. Ils font ce pourquoi ils sont payés. Autre exemple personnel pour te le prouver. Je participe à une réunion pour définir une stratégie commune qui doit me permettre de récupérer l'argent que m'a volé la famille royale d'Angleterre, nommément le prince Andrew, duc d'York, et la mère de ses enfants, la duchesse d'York, Sarah Ferguson, avec encore une fois la complicité de la banque Piguet-Galland, filiale de la banque cantonale vaudoise. On parle quand même de plus de 2 800 000 francs suisses avec les intérêts. Lors de cette réunion, l'avocat Sébastien Fanti de Sion insiste pour que nous nous mettions d'accord sur une stratégie commune plutôt que d'être divisés entre moi, qui souhaite récupérer la totalité de ce qui est dû, à savoir 2,8 millions quand même, et ma femme Brigitte, qui préfère se contenter d'un plus petit montant partant du principe qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Devant 6 témoins, l'avocat Sébastien Fanti, adepte de la deuxième stratégie, celle de ma femme, nous convainc que son approche est la meilleure. Et nous finissons par nous aligner sur sa proposition. Mais je suis tellement naïf, en fait, je suis tellement stupide que je lui fais confiance, sans me rappeler que c'est un homme de loi occidental. Pire, c'est un avocat suisse. À peine sorti de la réunion, et bien entendu sans nous en informer, il organise un rendez-vous avec la partie adverse pour négocier un deal séparé afin de toucher de l'argent immédiatement, ce qui est diamétralement opposé avec ce qu'il vient de nous proposer devant 6 témoins qui peuvent tous le confirmer. Il nous convainc de sa bienveillance et ses actes sont à l'exact opposé de ce qu'il vient de suggérer. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et rappelle-toi, l'honnêteté sans bienveillance est de la brutalité. Mais la bienveillance sans honnêteté est de la manipulation. Pour l'anecdote, j'aurais dû m'en douter,
car durant la conversation, il s'était permis de soutenir devant mon fils Rakam qui participait à la réunion et qui était alors âgé de 15 ans, que pour protéger son client, c'est le devoir de l'avocat de mentir au juge Pierre Gapani, alors chargé de rendre le verdict sur cette affaire. Mon fils en a été estomaqué, et un de mes collègues aussi, à tel point que celui-ci a failli intervenir pour le remettre sèchement en place. Je lui ai alors fait signe de la main, laisse couler. Mais j'ai eu tort, car prôner le mensonge comme fondation de la justice en Suisse est certainement conforme à la réalité, mais c'est à l'exact opposé de l'éducation et des valeurs que je m'efforce de donner à mes enfants. Au-delà d'être un grossier menteur et un manipulateur avec préméditation, en fait, un traître à ses propres engagements, l'avocat de ma femme, M. Sébastien Fanti, a réussi à négocier un accord financier avec la partie adverse, avec la complicité du juge Gapani, qui n'a même pas le droit d'informer les parties prenantes de la nature de cet accord ni des montants négociés. C'est la mafia, c'est l'omerta, la dissimulation totale, façon république bananière à la sicilienne. Et c'est la justice suisse de 2024. Donc non seulement l'avocat Sébastien Fanti érige le mensonge au juge Pierre Gapani en vertu cardinale, mais en plus, il obtient la complicité de celui-ci par l'utilisation de Dieu sait quel méandre du code de procédure. Et tu veux encore appeler ça du droit? De la justice? Quelque temps plus tard, j'ai une conversation sur le sujet avec ma femme Brigitte, en présence de nos enfants. Je lui dis que le juge un autre juge, nous a informés de son accord séparé avec la partie adverse. Elle blêmit et me dit que le juge n'a pas le droit de m'en parler. Brigitte connaît les formes et la procédure, et comment le secret de procédure en particulier empêche le tiers regard. Dans une hypocrisie totale, elle ajoute que pour protéger nos enfants, elle ne souhaite pas aborder les questions financières devant eux. En fait, elle a tellement honte de ne faire que ce qui est dans son intérêt personnel avec l'appui des menteurs, des manipulateurs, des servants du cadre légal, qu'elle ne veut pas que ses enfants apprennent la vérité. Elle veut dissimuler son vrai visage, dissimuler l'absence de toute valeur éthique dans ce qui détermine ses actes, dissimuler l'égoïsme dans lequel le système lui impose de vivre, dans lequel personne ne compte en dehors d'elle-même. C'est l'individualisme total. La communauté, la famille n'existe plus. Seul compte l'argent immédiat qu'elle peut mettre sur son compte en banque maintenant. Quelque part, elle a raison. À titre personnel, elle s'est quand même fait 200 000 francs suisses. Et le reste de sa famille, 0. Tu pourrais même dire qu'elle a fait perdre 2 800 000 francs suisses aux membres de sa famille pour un enrichissement personnel immédiat de 200 000. La famille n'existe plus. L'argent règne en maître. Pourtant, elle n'est pas une mauvaise personne. Elle souhaiterait faire juste, avoir la fierté d'être un exemple pour ses enfants, mais elle est contrainte à être l'exact opposé de ce qu'elle voudrait être. Elle n'a pas le choix. Les fondamentaux de nos cadres légaux lui imposent son comportement, lui imposent des actions qu'elle est obligée de dissimuler à ses propres enfants pour garder la face. Comment peux-tu espérer qu'un système judiciaire dont les vertus cardinales sont le mensonge, la dissimulation,
l'omerta, la manipulation, les intérêts financiers et le pouvoir puissent fonctionner, puissent te donner justice. Je ne t'en dis pas plus, mais tu retrouveras toute l'histoire en vidéo sur mon site www.4ovet24.com. Et bien entendu, je te donnerai dans l'action quelques détails croustillants qui ne devraient pas manquer de te faire sourire. La justice au juge. De la même façon que tu dois rendre l'éducation aux professionnels de l'enseignement, que tu dois rendre la médecine aux médecins, il est impératif que tu rendes les décisions de justice aux seuls juges et aux jurés tirés au sort. La justice est au service des citoyens pour t'obliger à suivre les règles que nous avons choisies qui nous permettent de vivre ensemble en maximisant la productivité de chacun. Les peines de prison, les amendes et autres mesures punitives qu'elle inflige servent à te responsabiliser avant que tu n'enfreignes les lois, par la peur que tu as de perdre ta liberté si tu es pris. C'est donc un système de prévention des délits avant qu'ils ne soient commis par la peur associée aux sanctions qui frapperont les contrevenants. Ce système a fait ses preuves et maintient sous contrôle près de 99% d'entre nous. Le même système de prévention doit être instauré chez les juges, chez les procureurs, chez les avocats. Tu dois l'imposer, mais en fait, tu dois l'offrir comme un cadeau à tous les servants du système judiciaire. C'est le principe de tiers regard. Pardon. Le principe de tiers regard. Pour l'écrasante majorité, les juges ainsi que tous les acteurs au service du cadre légal sont de bonnes personnes. Ils sont conscients des immenses responsabilités qui pèsent sur leur épaule. Ils veulent être droits. Ils veulent rendre justice de façon impartiale et tu dois leur en redonner les moyens. Pour que ce soit possible et viable sur le long terme, sans dérive de ceux qui possèdent le pouvoir de rendre justice, tu dois mettre en place les garde-fous nécessaires en amont des potentiels abus, punir les juges qui rendent des jugements partiaux, punir les avocats qui mentent aux juges et aux jurés, punir quelque homme de loi pour son utilisation abusive du cadre légal ou constitutionnel n'est pas la bonne solution. Punir après que les crimes sont commis n'est pas la bonne solution. Pour que les juges puissent juger en leur âme et conscience, ils ne peuvent pas travailler sous une épée de Damoclès qui menace leur vie, qui les privera de leur fonction au sein de l'appareil judiciaire en cas d'erreur. L'erreur est humaine et tu dois l'accepter. La solution est ailleurs. Elle s'appelle le tiers regard. En fait, c'est la transparence totale. La justice est un service public. Elle est au service des citoyens. C'est toi qui la payes par tes impôts et à ce titre, elle est à toi. Elle t'appartient à 100%. Dès qu'elle est sollicitée par des parties en conflit qui n'ont pas pu s'entendre par la médiation, ou qu'elle est sollicitée pour rendre justice suite à des délits, tu dois avoir un accès direct et total à toutes les pièces, à tous les débats, à toutes les procédures, à tout ce qui est utilisé pour rendre verdict. Le secret de procédure, l'omerta qui entoure les décisions de justice doit être aboli.
quel qu'en soit le coût, car l'impunité, la dissimulation est la plus grande incitation au crime. Si tu veux responsabiliser tous les acteurs du système judiciaire, oblige-les à donner un accès public à tous leurs faits et gestes dans leur domaine professionnel. Tous les documents, tous les courriers, tous les emails, tous les textos, tous les interrogatoires enregistrés, ainsi que tous les débats en salle d'audience doivent être d'accès public. C'est toi qui payes la justice, et si tu payes pour un service, il t'appartient. Tu as accès à tout ce qu'il produit. Pour maximiser les chances de succès d'une enquête policière, tu peux accepter un délai entre un interrogatoire ou une collecte de documents incriminants et leur publication. Mais à terme, tout, absolument tout, doit être d'accès public. La raison en est simple. Quel que soit son statut, quelle que soit sa fonction ou sa position hiérarchique, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, dès qu'une personne se sait observée, enregistrée et potentiellement jugée sur ses actes et ses paroles, elle devient beaucoup plus responsable. Elle veut pouvoir prouver sa valeur pour sa communauté. Elle veut être fière de ce qu'elle fait au service du plus grand nombre. Elle veut montrer son éthique. Il en va de sa valorisation personnelle. Comme le démontrent les réseaux sociaux, nous sommes tous sensibles à l'opinion des autres, souvent même plus que l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes souvent prêts à n'importe quoi pour quelques likes supplémentaires. L'estime de soi passe par là, et elle n'a pas de prix. Essaye de faire l'expérience suivante. Lors d'une dispute avec ton mari ou avec ta femme, sors ton téléphone et propose en toute transparence d'enregistrer la conversation. Tu observeras instantanément une forme de responsabilisation des interlocuteurs qui éviteront les insultes, qui éviteront les menaces, qui éviteront la malhonnêteté et la violence en général. Chacun voudra se montrer constructif, proposer des solutions plutôt que de se plaindre dans le vide. Essaye. Cela fonctionne dans 99% des cas. C'est l'impact du tiers-regard sur le sens des responsabilités que nous avons tous en nous. Si tu sais que ta conversation peut ou va se retrouver sur les réseaux sociaux et que tu seras jugé par tous ceux qui l'écoutent, tu seras instantanément une autre personne. Car si tes paroles ou tes actes sont répréhensibles, tu devras vivre dans le mépris de tous ceux qui t'ont vu sous ton vrai jour. Et ce sera très difficile. Je ne te demande pas de me croire. Je te demande d'en faire l'expérience et d'en tirer tes conclusions personnelles. Essaye et apprends. Ne fais confiance qu'à toi-même. N'écoute que ton ressenti et ton bon sens. Tu changeras ta compréhension du monde et tu en changeras sans doute les règles. Ce que je te propose est un changement de paradigme. Je souhaite que tu donnes un accès public immédiat et online à tous les éléments disponibles chaque fois que l'intervention de l'appareil légal est nécessaire. C'est toi qui payes pour le système judiciaire par tes impôts et tes taxes. Il t'appartient. C'est un service public. Il est au service des citoyens. Donc, donne-toi par la Constitution un accès complet à son fonctionnement, à ce qu'il fait pour toi, ou arrête de le payer. Je te dis bien, arrête de le payer. Ne paye plus tes impôts et tes taxes tant que ce pourquoi tu payes n'est pas à ton service. Tant que ce que tu payes ne
t'appartient pas. C'est tellement simple et logique qu'il te sera certainement difficile de l'accepter. C'est pourtant la seule voie, car tu ne pourras jamais convaincre par la logique ou le bon sens les hommes qui tirent profit du système dans son état actuel de changer quoi que ce soit. La complexité et l'inaccessibilité du cadre légal sont voulues par design. Elles permettent aux politiciens de discréditer un candidat de l'opposition sans fondement, ou au contraire de cacher les méfaits de leur parti en empêchant les juges, voire même les jurés de faire leur travail, car ils sont tenus par un code de procédure qui autorise tout et son contraire. De plus, le secret de procédure t'empêche d'avoir accès aux informations indispensables à te faire une opinion saine, issue de ton bon sens et de ta logique personnelle. C'est l'omerta, c'est la dissimulation la plus totale, et tu dois te contenter du narratif écrit par d'autres, d'interprétations partisanes, plutôt que d'avoir accès aux faits en direct. Or, ceux qui contrôlent les histoires que tu lis contrôlent ton opinion, donc ils contrôlent nos sociétés. Les politiques, les industriels, les big tech, les médias, les pharma et en fait tous les secteurs d'activité humaine utilisent cette dissimulation et la complexité du cadre légal pour protéger leurs intérêts financiers et surtout pour te mentir. Ils échappent à toute sanction, même en cas de comportement dangereux pour les communautés humaines. Ils peuvent polluer à volonté, ils peuvent enfreindre nos règles constitutionnelles, ils peuvent mettre l'éthique à la poubelle, ils peuvent se foutre de la morale, et ils ont raison d'abuser. Les procédures légales le leur permettent, voire même les y encouragent. C'est une trahison du cadre légal qui est devenu incapable d'inciter les individus à s'améliorer, à respecter nos institutions et nos lois. Au contraire, c'est un encouragement à la fraude. Les dizaines de milliers de pages des codes d'articles de loi, code pénal, code procédure, code des obligations, code civil, jurisprudence, te disent tous la même chose. Utilise-nous pour mieux enculer ton prochain. Tu peux faire absolument ce que tu veux des milliers d'articles que nous contenons. Ni les juges, ni les jurés, ni qui que ce soit ne pourra interférer avec les toutes puissantes procédures auxquelles ils sont tous tenus. Et comme rien n'arrivera aux oreilles des citoyens, car en tant qu'acteurs du système, nous nous sommes auto-attribués une omerta et une impunité totale, nous ne serons jamais jugés, et encore moins sanctionnés pour notre trahison à nos devoirs envers notre communauté, envers les citoyens, envers ceux qui nous payent. Nous avons réussi à voler leur métier aux juges, nous avons réussi à leur voler leur rôle, nous avons enlevé sa raison d'être à la justice au service du bien commun, au service des citoyens, au service du peuple, au service de la nation. Les processus règnent en maître. Et encore une fois, quand tu suis un processus stérile, par définition, tu débranches ton cerveau. Tu appliques le processus. Tu n'as plus le droit de te poser de questions. Tu n'as plus le droit d'être intelligent. Tu n'as même plus le droit d'être honnête. Pour être plus correct, concret, l'évolution des systèmes légaux au cours des 2 derniers siècles t'a volé ce qui t'appartient, ce qui assure ta capacité collaborative, ce qui nous unit autour des règles que nous avons choisies
et qui sont la fondation de notre volonté de vivre ensemble, qui sont la fondation de la nation. Le tiers regard doit devenir la règle absolue pour faire en sorte que chaque juge, chaque procureur, chaque avocat, chaque magistrat sache qu'il est observé par la terre entière. Ce principe s'applique aussi aux citoyens qui utilisent le système judiciaire à mauvais escient. En tant qu'individu, si tu sais que le conflit que tu peux régler par la médiation va être exposé de façon publique quand tu fais intervenir la justice, tu y réfléchiras à 2 fois. Si c'est un divorce, un conflit de voisinage, un accident léger ou toute autre micro-dispute, tu préféreras la médiation. Tu préféreras trouver une entente avec la partie adverse sans faire intervenir la justice pour ne pas exposer ton cas à la terre entière. Il faut que tu sois vraiment sûr de ton bon droit ou que les intérêts en jeu soient très importants pour que tu acceptes d'être exposé publiquement. Si tu n'es pas 100% sûr de toi, si tu pressens que ta cause n'est pas entièrement justifiable, tu t'abstiendras. Tu t'abstiendras d'utiliser officiellement le système judiciaire. C'est logique. Tu ne veux pas devenir la risée ou la honte de ta communauté quand celle-ci découvrira tes vraies motivations, ton vrai visage. Vivre dans la honte quand tes vraies valeurs sont exposées est très difficile. Une fois de plus, le tiers regard responsabilise chaque étape du processus judiciaire, du simple citoyen à tout individu chargé de son application, en passant par les grandes corporations qui hésiteront à aller exposer leurs secrets de fonctionnement interne en utilisant la loi comme outil de business pour défendre des intérêts financiers plutôt que la justice. Fondamentalement, la raison d'une dispute n'est pas de vaincre l'adversaire. La raison d'une dispute est de trouver un terrain d'entente qui satisfasse les 2 parties. C'est encore une fois du simple bon sens. Le principe de médiation, souvent recommandé comme la meilleure option, retrouvera toute sa valeur. Les gens retrouveront leur bon sens et chercheront des solutions plutôt que d'exhiber leur réelle motivation au grand public. Le système judiciaire sera soulagé de tout ce qui peut se régler sans son intervention, en fait de tout ce qui devrait en tout temps se régler sans son intervention si les êtres humains retrouvaient leur sens des responsabilités et le plus élémentaire bon sens. C'est l'humain qui crée 100% des règles qui nous donnent notre environnement. Nous ne faisons que nous adapter à celui-ci. Les règles actuelles font de nous des totaux irresponsables, alors qu'il est si facile de les changer pour que nous retrouvions toutes nos valeurs. Et je ne t'ai même pas parlé de la diminution des coûts de la justice si tu appliques ce que je te décris ici. Insensé. Comme le disait Elon Musk, quand il a rendu public le chantage dont il était l'objet de la part de ses annonceurs publicitaires, « Earth will tell », la terre jugera. Ce qu'il voulait dire est très simple. Je vais donner toute l'information à la terre entière et je vais laisser tous les humains de la planète juger ceux qui mettent en place des stratégies qui visent à censurer la liberté d'expression que je veux donner à tous les utilisateurs de X, anciennement Twitter. Nommément Google, Disney, Meta, Microsoft, Apple. En fait, tous ceux qui pratiquent une censure systématique, et tu peux y inclure 90% des médias traditionnels. Ces derniers veulent contrôler ton opinion
pour te faire penser selon ce qui leur convient, selon ce qui défend leurs intérêts financiers. Elon Musk les a envoyés se faire enculer en public devant les caméras en disant « Fuck you, go and fuck yourself, I hope this is clear ». En français, Elon Musk leur a dit « Je vous encule, allez vous faire enculer et j'espère que c'est clair ». Quand le présentateur lui a demandé s'il ne craignait pas de nuire à ses propres intérêts en étant aussi grossier et choquant, il lui a répondu « Earth will tell », la terre jugera, car il sait que si toi, le citoyen, tu as accès à toutes les informations en direct, si tu as accès à tous les éléments tenants et aboutissants, ton bon sens te dira immédiatement qui sont les bons et les mauvais. Tu comprendras immédiatement quels sont ceux qui protègent tes intérêts et quels sont ceux qui se foutent de toi comme de leur dernière paire de chaussettes. C'est à toi de juger, c'est à la terre de juger, mais à condition que le principe de tiers-regard te donne accès aux faits en direct. Sinon, tu seras juste la victime d'une manipulation de plus de la part de ceux qui contrôlent le narratif pour mieux t'exploiter. Rappelle-toi, those who tell you the stories control societies. En français, ceux qui te racontent les histoires contrôlent les sociétés. C'est évident. Tu dois avoir le plein accès à ce que tu payes, donc à ce qui t'appartient. Tu te forges ton opinion basée sur ton bon sens, basée sur ton ressenti. Tu es seul maître à bord. Personne ne peut te manipuler en te dissimulant ou en interprétant les faits puisque tu y as accès. Les juges reprennent leurs responsabilités. Ils retrouvent la fierté de servir la justice. Leur métier leur appartient à nouveau, à ton service, sous ton regard bienveillant. Le tiers-regard est la base du succès des premières communautés humaines, comme décrit dans le chapitre 1, « Nos civilisations n'échappent pas aux règles de l'évolution de la vie ». Nous devons redonner au tiers-regard son rôle essentiel dans le succès de nos communautés dès qu'il s'agit de services sociaux, de services destinés au plus grand nombre, destinés à renforcer notre capacité collaborative dans l'harmonie. Tu dois le faire. Tu veux le faire. Tu peux le faire. C'est à toi de choisir si tu veux vivre dans un monde transparent et lumineux ou si tu préfères rester du côté obscur de la force. Pour rester en tout temps la propriété des citoyens et au service des citoyens, le code d'articles de loi CAL doit évoluer et être révisé dans sa totalité tous les 2 ans selon les mêmes modalités que la Constitution. Tu trouveras dans le chapitre suivant la logique implacable qui mène à cette conclusion. Il me semble plus juste de te le décrire à propos de la Constitution qui est la clé de voûte de nos organisations sociales, alors que le code d'articles de loi n'en est que le bras exécutif. En bref, 101 à 1001 citoyens révisionnistes sont tirés au sort tous les 2 ans, 7 jours avant de se réunir, en assemblée révisionnelle. C'est un devoir citoyen et nul ne peut s'y soustraire. Ni les dirigeants politiques, ni les acteurs du système judiciaire ne connaissent l'identité des tirés au sort. Ceux-ci sont convoqués
pour une semaine de 5 à 7 jours de travail à huis clos pour relire le code d'articles de loi et y apporter les modifications nécessaires pour qu'il soit et reste l'outil exécutif de l'application de la Constitution. La contrainte de temps 7 jours pour la convocation puis 5 à 7 jours pour le huis clos est essentielle pour empêcher tout lobbying. Le code d'articles de loi doit tenir sur 240 pages A4 ou environ 640 000 caractères. Il contient au maximum 440 articles de loi. Un code d'articles de loi qui dépasse 640 000 caractères ou 240 pages A4, qui dépasse 440 articles, est anticonstitutionnel, nul et non avenu. Il doit être reformulé. Les amendements révisionnels sont votés à la majorité des 101 à 1001 citoyens révisionnistes, tirés au sort, toujours un nombre impair pour s'assurer qu'une majorité s'en dégage. L'abstention lors du vote est interdite. Aucune proportionnalité n'est autorisée. Si l'Assemblée révisionnelle propose des lois qui réduisent les libertés ou qui diminuent le pouvoir d'achat des citoyens directement ou indirectement, elle doit soumettre sa proposition au vote populaire dans les 14 jours qui suivent la clôture de sa session. Le peuple accepte ou refuse à la majorité absolue. Aucune proportionnalité n'est autorisée. Les nouveaux articles acceptés par les citoyens ont force de loi 14 jours après le vote populaire. Résumé. La complexité de nos cadres légaux et constitutionnels n'est plus au service des citoyens. Ils ont été complexifiés volontairement pour permettre tout et son contraire en fonction des intérêts financiers de ceux qui en tirent leur pouvoir et leur salaire. Cela bénéficie à tous ceux qui peuvent facturer des honoraires et justifier de leur indispensabilité ou à ceux qui peuvent payer pour les procédures légales le plus longtemps possible. Sont inclus les avocats, les notaires, les procureurs et même les juges. Bref, tous ceux qui contribuent à faire fonctionner un cadre légal devenu l'instrument de ta dépossession politique et l'outil de chantage utilisé par les États contre les citoyens plutôt que d'être à leur service comme moyen d'harmoniser les relations entre êtres humains. Tu payes pour le cadre légal. Il t'appartient. Il est à ton service. Tu dois exiger par la Constitution qu'un principe de tiers-regard te soit accordé sur la totalité des procédures et des jugements dès que le système judiciaire est sollicité. Tu dois avoir une totale accessibilité à celui-ci pour t'assurer en continu de son efficacité à protéger tes intérêts par le respect des règles qui t'unissent à ta communauté. Tu dois exiger par la Constitution une totale transparence et une accessibilité publique à toutes les actions, à toutes les procédures, à tous les documents utilisés par le système judiciaire quand il est sollicité. Cette transparence t'est due pour que tu puisses t'assurer en continu de la viabilité de l'application du cadre légal au service de ta communauté, au service des citoyens et de la nation. Pour qu'il soit à ton service, le cadre légal doit être simplifié pour ne pas excéder 240 pages A4, au maximum 600 000 caractères. Il doit rester lisible et compréhensible par
tous les citoyens de la nation en tout temps, car nul n'est censé ignorer la loi. Il est une branche de l'enseignement obligatoire dès l'âge de 7 ans, au plus tard de 10 ans, au même titre que la Constitution qui nous unit à travers les valeurs qu'elle défend. La jurisprudence et tous les autres codes doivent être éliminés dans leur totalité. Le code de procédure ne peut pas excéder 100 pages, au maximum 300 000 caractères, sinon il est nul et non avenu. Il est anticonstitutionnel, il doit être reformulé. La justice est à ton service. Ce que tu payes t'appartient. Ci-dessous, les articles constitutionnels qui s'appliquent au cadre légal et au système judiciaire. Tu les retrouveras en chapitre 11. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.